Bonjour Didier, je ne sais pas si tu m'entends. Me voilà. Et voilà. Bonjour, bonjour, Bonjour au Philippe, plaisir de te bonjour à tout le voir. monde. Waouh, Merci de ta présence. avec grand plaisir. Très grand plaisir. Merci. On va laisser un peu tout le monde arriver. Oui, tout à fait. On laisse quelques instants. Et Ouais, ici, le fonctionnement est très très simple. En fait, la plateforme, elle t'appartient pour voilà le temps imparti. Et donc, c'est vraiment toi qui gères comme tu le souhaites. d'accord. Et voilà, après, peut-être tu souhaites peut-être faire une petite introduction. Bien sûr, alors, je vais faire ça. Petite D'accord. introduction, parce que je vois là en fait déjà que, bien sûr, il y a quelques amis qui sont là, qui sont présents, mais il y a pas mal de nouveaux participants que je ne connais pas. Donc, je vais, en quelques minutes, hein, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, donner un peu le contexte de ce quoi on pourrait parler, d'où vient ce message et de quoi s'agit-il. Et après, on peut directement aller aux questions et réponses. Ça, ce serait une possibilité. Puisque tant D'accord. qu'à faire, autant que ce soit maximum interactif, parce que pour une fois que c'est en direct, que ce n'est pas une vidéo qu'on regarde, on va essayer de faire Oui, au maximum l'interactif. très bien. Ben, c'est vraiment l'esprit des rencontres Satsang avec l'association. Et l'idée ici, c'est que chacun pose sa question de manière libre, spontanément, quand la Bien sûr. personne d'avant a fini. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de choix des questions. Voilà, donc c'est Non. vraiment voilà, une libre plateforme pour tous. Et s'il y a quoi que ce soit, bon, je ne reste pas trop loin. Mais l'idée, c'est que je n'intervienne pas jusqu'à la fin. Voilà, Bon, d'accord, d'accord. Mais je voulais quand même te remercier, Philippe, de m'avoir invité aujourd'hui. Et puis, c'est quand même assez. C'est un moment chouette parce qu'en fait, on se retrouve bon, de façon virtuelle, mais la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était en présentiel. Donc, c'était à être présence il y a quelques années, il y a 3 ans, je pense, qui était un petit peu le tout début de mon arrivée en France, en fait, au niveau de la non-dualité. Et tu avais eu vraiment je dirais, la grande gentillesse de m'inviter sans me connaître vraiment en disant, bah ouais, tiens, passe par ici. Et puis j'avais rencontré donc tout le groupe qui était là-bas, je t'avais rencontré. Et c'était le début d'une très chouette aventure et je te remercie pour ça. merci Didier, merci pour voilà, cette historique et ce lien qui, en fait, nous lie tous, cet essentiel qui nous anime tous ici. Et c'est pourquoi on a la joie de célébrer la présence ensemble. Donc, Mhm. merci de ton partage. Et c'est une grande joie aussi, voilà, si tu le souhaites, de proposer régulièrement, même si c'est par vidéo interposée, mais on sent qu'il y a malgré tout Bien sûr. un partage et une joie ensemble. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, bon, peut-être pour certains d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, ce ne serait pas possible vraiment de faire autrement parce que j'habite à 8000 km de chez vous, là, en fait, à vol d'oiseau, à vol d'avion. Et je suis en Inde, donc bah, je peux commencer à faire un petit peu les présentations en attendant que tout le monde arrive. Oui, ben, je crois Donc, qu'effectivement, tu peux y aller parce que là, il est l'heure, donc tu peux commencer comme tu le souhaites maintenant. voilà, je fais une petite introduction, puis s'il y en a qui arrivent par la suite, ce n'est pas très important. Donc oui, j'habite en Inde depuis presque 30 ans, en fait. Donc ça fait un bail avec mon épouse Cécilia et on est dans un endroit qui s'appelle Auroville, que vous connaissez peut-être. Euh, ben peut-être pas, c'est pas très important. En fait, c'est pas très en relation avec le sujet dont on va parler aujourd'hui, dans la mesure où l'essentiel du message, la forme et l'essentiel du message a été à travers la rencontre d'un enseignant indien que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelle Ramesh Balsekar, qui était enseignant à Bombay
En fait, il ne se présentait pas réellement comme un enseignant, c'était plutôt une forme de partage informel, amical, avec un groupe d'amis autour de lui, tous les jours. Il faisait ça tous les jours de toutes les dernières années de sa vie. Et c'était donc le message lui-même qui était étendu, enfin qui était apporté à travers son maître lui-même, qui était Nisargadatta Maharaj, que vous connaissez peut-être à travers essentiellement le livre I Am That, qui est en fait qui est devenu un peu une référence de la non-dualité. Donc Ramesh était son traducteur et pendant quelques années, et à un moment donné, Maharaj lui a donné la possibilité d'enseigner lui-même. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré quelques années après, et c'était vraiment une rencontre absolument magnifique, dans le sens où j'ai senti tout de suite que j'étais arrivé à la maison, que j'avais plus besoin d'aller voir ailleurs, de passer encore. Ok, j'étais en Inde, j'étais loin de la France, mais j'étais déjà en Inde à l'époque, donc c'était pas très loin de chez moi finalement. Et surtout, il y avait cette connexion incroyable, quoi, en fait. Et donc ça a été le début. Donc c'était en 94. 95 en fait, fin 94, début 95. Et donc j'ai eu une magnifique aventure, un déroulement, un déploiement de ce message et de son intégration sur 3 ans, jusqu'en 98, avec Ramesh. Et voilà, c'était la fin du chemin. Donc on peut en parler, ce que ça veut vraiment dire la fin du chemin en fait, mais en tout cas, je n'ai plus besoin de retourner le voir et de continuer à écouter son enseignement. À l'occasion, quand j'allais à Bombay pour mon travail, j'allais le voir pour le remercier, pour exprimer ma gratitude, pour exprimer ma joie de l'avoir rencontré un jour. Mais j'étais plus en fait à l'écouter en tant que chercheur finalement. Et donc ça, c'est cette mutation qui est possible que je présente là en fait, qui est qui est mon histoire bien sûr, mais qui est l'histoire de beaucoup aussi. Donc c'est pas quelque chose de rare, c'est pas quelque chose d'élitiste, que quelques très, je sais pas, très intellectuels ou très rusés ou très pieux pourraient attraper. Ça n'a rien à voir avec ça finalement. Et c'est de ça dont je veux témoigner. Alors, donc juste pour une petite introduction avant qu'on commence avec des questions, c'est donc là je parle d'un enseignement, mais enfin en tout cas d'un message, plus que d'un enseignement. Le message est d'une simplicité incroyable qui est en fait fondamentalement donc l'expression verbale la plus simple, c'est pas deux, donc non duel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la totalité de ce qui se passe, se vit, s'exprime, jaillit, est en fait une seule source, une seule réalité. Et il n'y a jamais eu réellement de partie, d'éléments séparés. Donc, typiquement, ce qu'on a, la première séparation la plus importante, c'est moi ici et les autres là-bas, qui sont en fait à distance et qui sont de fait une forme d'autreté, d'étrangeté, et une possibilité d'agression, donc non seulement des autres, mais du monde entier. Donc moi étant une définition d'un endroit particulier, d'une fonction particulière, d'une description particulière, et le monde extérieur étant une autre description. Donc l'enseignement de Ramesh pointait vers le fait que ces descriptions, cette division entre deux pôles, un pôle qui serait personnel et le pôle qui serait le monde extérieur, est purement conceptuel. Ce sont des étiquettes, ça ne décrit rien de réel. C'est pratique pour certaines activités, bien sûr, pour toutes les activités, mais ça ne décrit pas une réalité. Et cette réalité-là de la séparation a été vécue toute une vie, non pas parce qu'elle est réelle, mais parce qu'elle a été crue profondément, très profondément, à travers toute notre éducation, toute le contexte de notre vie, de les codes sociaux, ce qu'on appelle la condition humaine finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et quand on va à l'encontre de ça, ça amène plein de peurs, de doutes, d'angoisse des fois, de choses qui sont pas faciles à gérer.
Mais la possibilité qui est présentée ici, c'est que ce qui peut disparaître, donc cet élément de séparation, cet élément qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est à distance de la vie, à distance des choses, peut effectivement disparaître complètement. Et cette histoire, donc ces concepts peuvent ne plus apparaître. Ce qui reste, ça c'est bien sûr, on va avoir du mal à en parler directement, c'est bien sûr au-delà des mots, mais les mots peuvent décrire parfaitement bien la séparation, peuvent décrire parfaitement bien le mécanisme par lequel toute une vie, il est cru, une information arrive qui est crue, qui est vécue, qui devient vivante en fait finalement, comme une forme d'hypnotisme. J'appelle Maya dans le sens de l'enchanteresse qui serait à nous hypnotiser toute une vie. Cette Maya peut disparaître. Et ça, c'est quelque chose de concret. C'est simplement des croyances qui circulent en nos vies, qui ont été accumulées et qui peuvent, les unes après les autres, disparaître à travers bon, il y a je n'appelle pas ça des techniques, mais il y a des explorations qui sont disponibles pour ça, pour vérifier, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que j'existe séparément? Est-ce que c'est vrai que j'existe de façon localisée? Est-ce que c'est vrai que j'existe à distance de la vie, distance du monde, à distance des autres? Et ça, c'est cette question-là, elle peut être quelque part portée par des techniques, par des principes, par des angles d'attaque, on pourrait appeler ça, très différents les uns des autres. Vous en avez vu certainement sur le net, quand on voit par exemple José Leroy qui parle de l'enseignement de Douglas Harding, donc la voix sans tête, qui est une façon de démonter ce mécanisme. Ce n'est pas la seule, mais c'est un des outils. Et Ramesh en proposait d'autres, essentiellement un principal, mais avait déjà une boîte à outils. Et je me suis fait un plaisir ces dernières années de compléter cette boîte à outils. Et bien, elle ne s'est jamais finie, bien sûr, hein, mais d'en rajouter, d'essayer de voir mais comment est-ce possible que quelque chose d'aussi évident, d'aussi simple, parce que ça, c'est vraiment ce qui fait enrager, c'est que c'est simple et évident, peut être raté toute une vie. Ça, c'est vraiment le mystère. S'il y a un mystère, c'est ça le mystère, réellement. Voilà. Donc, juste avant qu'on va prendre les questions, là, pour donner quelque chose de plus concret, de plus spécifique, je vais parler juste en quelques mots de l'outil principal qu'utilisait Ramesh. Il disait fondamentalement le principe qui nous fait croire, enfin qui fait croire, il n'y a pas de nous là-dedans, mais en tout cas qui semble générer une personne séparée, est le principe de ce qu'il appelait le libre arbitre. Hein. Donc c'est vraiment cette impression qui dit là maintenant, il y a quelque part un auteur qui va pouvoir dire ses paroles, qui va pouvoir montrer ce stylo, qui va pouvoir décider quelque chose de façon autonome, de façon indépendante du contexte, et qui va pouvoir, du fait, exister séparément à distance des autres. Et la distance semble être bien là, puisque je ne peux pas, tout ce que vous êtes là en ce moment, je vous vois à travers les différentes caméras, je ne peux pas initier que vous montriez un stylo, là, donc il y a apparemment une forme d'asymétrie qui dit je suis celui qui peut montrer le stylo, qui a décidé de montrer le stylo. Et toute la partie du monde dont je n'ai pas le contrôle, c'est le monde extérieur, c'est l'altérité, c'est l'autre. Et ce principe d'avoir le libre arbitre de nos pensées, de nos émotions, de nos choix, etc., va être, je dirais, le terrain principal d'étude dans la tradition de Ramesh Balsekar, qui va à ce moment-là démonter pièce par pièce tout ce mécanisme pour arriver à la conclusion qu'effectivement, ce n'était qu'une forme de croyance à l'œuvre, mais qu'il n'y a jamais eu réellement de connexion à ce niveau-là, en fait. Voilà. Donc, et puis un petit dernier mot, et comme ça, et après je vais arrêter là. Et en même temps, donc souvent j'entends parler
que de dire que je n'ai pas le libre arbitre, c'est la conclusion finale. Ce n'est pas du tout la conclusion finale. C'est une conclusion intermédiaire qui dit si cela que je suis, que je crois être, est défini par une possibilité d'avoir un contrôle, un libre arbitre, en cette absence du libre arbitre évidente, quand on regarde très près, de façon suffisamment honnête, en l'absence de ce libre arbitre, reste-t-il quelqu'un qui n'aurait pas le libre arbitre? Ça, c'est vraiment la question. Et la découverte à faire, donc je vous la donne, mais c'est à faire par vous-même, je ne peux pas la faire pour vous, c'est qu'effectivement, en l'absence de ce libre arbitre, il se révèle que cette personne localisée au contrôle, qui n'a pas le libre arbitre, n'existe pas. Une personne qui n'a pas de libre arbitre n'est pas définie, elle n'existe pas, c'est une autre forme de rêve, en fait, finalement. Donc tout ça, le libre arbitre lui-même disparaît, la personne qui l'a ou qui ne l'aurait pas disparaît, il ne reste que cette vie, que cela, qui est de tout évident conscient, qui est de tout évident vivant, et qui se sait, qui se vit. Et c'est la possibilité de cette découverte, en l'absence de ces croyances, en l'absence de cette illusion de séparation, de rester avec l'évidence qu'il n'y a que cette vie qui se sait, qui se goûte. Et ça, c'est absolument divin, en fait. Parce que, bien sûr, il y a tellement de choses qui sont, de ce point de vue-là, qui n'apparaissent plus, de souffrances qui n'apparaissent plus, bien sûr. Bon, je pense que vous êtes tous, bien sûr, très au courant de ce contexte que je viens d'exprimer. Je l'ai juste exprimé avec des mots plus particuliers à travers cet enseignement de Ramesh Balsekar, mais il y aurait possibilité de le formuler de plein de façons différentes. Donc, restons pas emprisonnés par les mots et laissez-vous vous exprimer à travers votre propre vocabulaire, votre propre vécu. Et voilà, et donc, si vous voulez maintenant, vous pouvez effectivement, n'hésitez pas, que ce soit interactif au maximum, essayez de voir où ça coince pour vous, qu'est-ce qui ne fait pas de sens dans ce que je viens de dire, et quelles seraient peut-être les pistes à explorer. Allez, je C'est me toujours un lance. petit peu difficile Ah, pour la première question, mais voilà, je laisse la première question arriver. merci. Alors, attends, j'ai plein de petits, je ne sais pas qui parle là, c'est... C'est Johan. Ok, oui, salut. Merci pour cette introduction. Bonjour. Bonjour. Alors donc, j'ai bien compris effectivement ce que tu viens d'exprimer. Et je l'ai vu effectivement après une certaine investigation de voir qu'effectivement, je contrôlais aucunement les émotions qui apparaissent, les pensées qui apparaissent. Donc, c'est vu d'une certaine manière, mais toujours est-il que il y a quand même toujours cette... même si, au fond, je sais que c'est pas vrai, j'ai toujours cette sensation d'être à l'origine de ce qui se passe, de ce que je fais, et d'être quelqu'un qui fait quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... En fait, il y a toujours cette attente qu'il se passe quelque chose, peut-être quelque chose qui soit vraiment vu plus profondément. Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer. Mais... Voilà. Oui, tout à fait. C'est une façon d'en parler. Plutôt que d'en parler de façon positive, comme d'une expérience, parce que je pense que Philippe, vous avez dû vous dire ça plein de fois, ce dont je parle, ce n'est pas d'une expérience particulière, en fait. Hein, c'est la possibilité de découvrir ce qui reste, cela qui reste, en l'absence de
toute expérience ou de quelque expérience particulière, spécialement d'une expérience d'éveil ou une expérience de cet ordre-là, qui semble être le but de cette recherche et qui ne l'est pas du tout. Ce qui est proposé ici, c'est d'arriver à comprendre que tout ce qui a un début a une fin, mais pas de façon intellectuelle, de façon concrète. Et si j'existe de façon absolue, c'est pas en tant que Didier qui aura forcément un début, une fin, pas en tant qu'expérience de Didier ou d'idée de Didier ou de compréhension de Didier. Donc, c'est quoi? Ce dont je parle, c'est une absence, hein, une absence totale. Donc, si tu cherches une forme d'événement positif, concret, qui va t'amener à un autre endroit de là où tu es maintenant, ça va être une autre forme de roue de hamster qui va peut-être continuer quelque temps ou pas, en fait, c'est pas très important. Mais je crois que ce qui peut l'arrêter, cette roue de hamster, c'est déjà de faire confiance au message qui dit ce que vous êtes, vous l'êtes déjà à 100%. Vous n'avez pas besoin de le devenir, vous n'avez pas besoin de changer. Donc, ton expérience, maintenant, elle est déjà l'expérience de la totalité. Elle n'est pas, en fait, une expérience de quelqu'un qui vivrait une expérience limitée, relative, etc. Bien sûr, ce monde, cette vie particulière a une limitation, mais c'est pas, ce dont on parle, ce qu'on est réellement, n'est pas dans un des éléments de cette vie-là. Il est dans la matière, dans le vivant de la vie, qui n'est pas quantitatif du tout. C'est quelque chose qui n'est pas à aucun endroit. Donc, la possibilité d'errance, elle est réellement toujours dans une forme d'attente objective, d'atteindre un objet. Donc, ce que j'appelle un objet, c'est quelque chose qui va apparaître, tu vas dire, ah ben oui, ça c'est ce que je suis, quoi, en fait. Et de mon expérience, c'est le contraire. Réellement, ce qui se passe, c'est en l'absence de tout objet qui pourrait me définir dans ce néant, dans cette possibilité de non-savoir, de non-savoir absolu. Ce qui reste est absolument intouchable, intouché, et ne peut pas disparaître parce que ça a toujours été là, ça a jamais, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, justement, quoi, en fait. Est-ce que ça fait du sens ce que je te dis? Est-ce que ça évoque quelque chose? Oui, tout à fait. Mais du coup, ce que ça crée aussi, c'est qu'il y a cette attente de non-attente. En fait, j'aimerais bien, effectivement, j'attendrais que ça, finalement, de ne plus, de ne plus attendre. Mais alors là, tu vois ce que j'ai dit, c'est que je dis ce n'est pas dans une expérience positive, Oui. mais ça n'empêche pas qu'il y a une forme de faire qui est à l'œuvre. D'ailleurs, cette conversation est une forme de faire, en fait, réellement. Et c'est un faire particulier. Ce n'est pas un faire qui va amener une compréhension particulière, une compréhension qui serait personnelle pour moi. C'est un faire qui est de l'ordre du défaire, donc réellement, qui est de l'ordre d'une déconstruction et qui va se mettre en place ou pas. Donc, c'est pas, bien sûr qu'il n'y a pas de centre de contrôle qui peut le déclencher, mais par exemple, cette conversation est déjà une forme de défaire qui est à l'œuvre. Et ça peut continuer à travers des éléments qui vont apparaître, des identités qui vont apparaître et qui vont tout d'un coup paraître pour être juste des étiquettes, finalement, tu vois. Et donc, ces étiquettes, étant vues comme étiquettes, ne vont plus prétendre être une personne, quelqu'un qui aurait besoin de comprendre. Donc, l'étiquette va disparaître, et une autre étiquette va disparaître, et une autre étiquette va disparaître. Et puis, à un moment donné, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas sans fin, c'est qu'il y a une réelle possibilité qu'il y a une... c'est comme si, on pourrait dire, comme s'il y avait une dernière étiquette qui disparaissait, et ce qui reste n'est pas une expérience de qui que ce soit, et l'absence de l'expérience de la séparation. Merci. Moi, j'aurais une question. Vas-y. Oui, bonjour Didier, je suis Pascal. Bonjour. Oui. Alors, en fait, je suis en démarche dans le sens de la non-dualité. Hein, je fais ça depuis un moment. Et ce qui m'interpelle, en fait, c'est les personnes qui parlent des
comment on appelle ça, des guides de lumière, voilà. Et donc, j'écoute parfois des personnes qui parlent des guides de lumière, qui mettent en relation avec les guides de lumière, et ça me trouble un petit peu cette notion, puisque quand on parle de non-dualité, il n'y a que le un. Et que viennent faire ces guides de lumière que certaines personnes voient en plus, qui donnent des messages. Donc, bon, voilà, j'aimerais bien avoir ta réponse à ce sujet. J'ai une petite idée, mais je préfère que tu me... Disons que ce n'est pas mon domaine, hein, c'est très clair, mais je vais quand même en parler un petit peu, puisque tu amènes la question, c'est qu'il y a forcément un intérêt dans le cadre de notre conversation. Disons que ce qu'on appelle un guide est forcément un des éléments, j'appelle souvent les éléments en présence, les éléments du contexte. Comment les choses mutent, comment l'histoire mute dans une vie, c'est toujours non pas à travers une action individuelle personnelle, mais à travers les éléments en présence. Il y a aujourd'hui un Skype ensemble, un Zoom ensemble qui va amener des éléments. Les éléments auront déjà muté. Il y aura déjà des éléments en présence qui seront différents à la fin de ce Zoom par rapport à avant. Donc, c'est comme ça que le torrent de la vie fonctionne, une forme de mutation, ça se dit, je ne sais pas, de vie qui change en permanence. Ça, c'est le principe de vie. Et ce changement, il vient de plein d'informations différentes, très, très, très différentes les unes des autres. Ils viennent, bien sûr, de ce qu'on appelle typiquement un guide spirituel, quelqu'un qui raconte un petit peu concrètement, pratiquement de quoi parle cette vie dans un regard non duel, dans une compréhension non duelle. Mais ça peut être énormément d'autres possibilités. Hein. Ça peut être la possibilité de regarder ton chat à la maison dans cette vie qui est très simple, qui est très apaisée. C'est un guide aussi. Ça peut être la possibilité juste de la nature, la possibilité d'un sac plastique qui vole. Donc, j'en parle de temps en temps. C'est un peu mon... ça peut être énormément de choses. Donc, pourquoi pas des informations qui arriveraient je dirais, de plans qui seraient non physiques, qui seraient quelque part entre le mental, la partie perceptive, qui s'appellerait des guides de lumière, dont ce serait juste une information qui apparaît. De toute façon, tout ce qui apparaît, quoi qu'il apparaisse, et sera toujours des objets, ce ne sera pas des sujets. Les guides de lumière n'existent pas. Didier qui vous parle ici n'existe pas non plus. Donc, si il est compris que ce qui vit, ce qui parle est toujours cette unique présence, cette unique existence, que ce soit un humain tout à fait ordinaire comme Didier, ou alors un guide de lumière, ou alors un extraterrestre de la planète Jupiter, ça ne fait aucune différence finalement. On s'en fout complètement. Merci. Je veux bien continuer. Oui. Donc du coup, moi, forcément, quand on parle de non-dualité, il y a un élément que je trouve qui aurait besoin d'explication, puisque du coup, il n'y aurait pas de personnes séparées. En gros, il n'y aurait pas un individu au sein de chaque corps qui vivrait quelque chose. Mais là, par exemple, ici, il y a des sensations qui sont vécues. Mon chien qui est derrière, il a des sensations qui sont vécues. Et donc, du coup, j'ai cette impression que il y a quelqu'un qui vit chaque sensation de chaque corps
Il y a une personne, je vais pas dire dans chaque corps, mais il y a une personne qui vit chaque entité, même si j'ai bien entendu qu'il n'y a pas d'entité. J'exprime voilà, comme ça vient. D'accord. Et du coup, je ne sais pas vraiment, voilà, j'avais juste besoin de dire ça, je ne sais pas quelle est la question, mais... C'est Johan ton prénom, c'est ça? Oui, c'est Johan. Ok. Johan, tu sais, c'est juste peut-être juste une question de vocabulaire réellement, quoi, en fait, parce que fondamentalement, ce monde, Johan, ce jaillissement qui est, en fait, prenons-le de façon très simple, qui démarre le matin dans ton lit au réveil, qui tout d'un coup amène des formes, des couleurs, donc peut-être des pensées, des émotions, du sens, des mémoires et de l'action, etc. C'est un monde unique, c'est un monde particulier. C'est un monde qui est absolument nulle part ailleurs, en fait. Mais c'est pas l'unicité de ce monde-là, c'est pas le fait d'une personne qui serait là au centre, c'est le fait que ce jaillissement, c'est une hypothèse de la source qui dit aujourd'hui, en ce moment, je vais jouer être Johan le matin en me réveillant dans un lit à tel endroit, à telle heure, etc. Et ça va donner ça. Donc, le point de vue, l'angle de vue sera bien sûr Johan, qui vit un monde Johan unique. La couleur rouge en le monde Johan est unique. Elle n'est pas la même pour les autres mondes. Donc, c'est comme s'il y avait au sein de chaque hypothèse une forme de jaillissement particulier, comme un feu d'artifice particulier, qui raconte une histoire. Bien sûr, il y a du sens. Mais est-ce qu'au sein de ce monde-là, au sein de ce feu d'artifice, il y ait un élément particulier qui serait au contrôle, ou qui serait la référence, ou qui serait cela qui connaît le monde? Ce monde-là, il est connu non pas par un des éléments dans le monde, dans cette conversation, il est connu par cela qui duquel ce monde apparaît. Donc, fondamentalement, le voir, le regard avec un grand R, n'est nulle part dans cette conversation-là. La conversation est dans le regard, et donc c'est la totalité dont on parle. Donc, ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'il n'y a pas une personne qui serait le centre de perception, ou le centre des pensées, ou le centre de contrôle au sein de ce monde. La totalité de ce monde, incluant Johan, le personnage, non pas la personne, mais le personnage, et tout le reste, de façon particulière, unique, jaillissent. Et ce qui va se passer, c'est que maintenant, toujours maintenant, ce jaillissement-là sera à partir d'autres hypothèses, l'hypothèse Didier, l'hypothèse Philippe, l'hypothèse... Et ce sera bien sûr des mondes supposés cohérents, parce que c'est cette même source qui raconte une histoire de plein de points de vue. Est-ce que l'impression que tu as en ce moment, qui dit, en ce moment, je suis en train de regarder Didier, en réalité, tu ne vis que ton propre monde, en lequel Didier est un des éléments du même ordre, de la même hiérarchie que l'élément Johan. Il n'y a aucune différence fondamentale. Et c'est cette vie, qui se sait. Et il y a une autre hypothèse au même moment qui s'appelle le monde Didier, qui contient un Johan qui est aussi un des éléments au même titre que Didier. Bien sûr qu'il y a une relation, il y a une cohérence entre les deux, parce que c'est cette même source qui raconte la même histoire de plusieurs points de vue. C'est pas l'histoire de plusieurs personnes, c'est l'histoire de plusieurs points de vue, tout simplement. Merci beaucoup pour cette explication. Mais si je peux poser une question complémentaire par rapport à tout ça. Vas-y. Mais du coup, il y a quand même... ça semble clair comment tu exprimes ce que tu dis. Mais j'ai l'impression que ce que je suis, ce n'est pas la source de l'hypothèse, c'est Johan. Voilà. J'ai l'impression. Et oui, et là, tu as tout défini exactement le principe de Maya, c'est tout simplement. C'est pas autre chose que ça. Et c'est cette impression. En fait, Johan, c'est quasiment un vécu.
je reprends souvent l'histoire, et je vais la reprendre ici parce que c'est approprié, l'histoire de la corde et du serpent. Dans la tradition que vous connaissez tous, cette histoire mythique de la corde au sol à la tombée de la nuit, donc Johann se promène, va, surtout dans mon jardin, il y en a plein, va tout d'un coup rencontrer un serpent, quoi, en fait, et il va être persuadé que c'est un serpent. Et, parce que, bon, à la tombée de la nuit, ce n'est pas évident de faire la différence. Et puis, Johann a tellement peur des serpents que tout devient serpent très rapidement. Et du coup, il y a bien sûr des pensées qui arrivent particulières, hein, des pensées de qu'est-ce que je vais faire, il est où le centre Antivona le plus proche, etc., etc. Il y aura d'autres pensées, il y aura des émotions, bien sûr, de la peur qui va venir. Il y aura l'adrénaline, donc physiquement, qui va circuler dans le corps, qui va donner envie de sauter, de s'échapper. Donc, il y aura des effets d'ordre des pensées, des émotions physiques qui vont être réels. Ces effets-là sont réels. Et ce n'est pas une illusion. La source de ce vécu réel, et lui, la source est-elle totalement irréelle. J'arrive à côté de toi avec une lampe de poche, c'est ce que je fais en ce moment, j'éclaire un petit peu et je dis Johann, relax, respire, c'est pas un serpent, c'est une corde. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les effets secondaires qui étaient jusqu'à présent la preuve de la séparation, donc la preuve de l'existence du serpent, vont tous disparaître instantanément. Ils ne vont pas pouvoir rester parce que ce sera au mieux un éclat de rire, quoi, en fait, tu vois, de la méprise. Et donc, ce vécu qui paraissait tellement la preuve que c'était un serpent, parce que tout semblait confirmé, et les pensées, généralement, amènent d'autres pensées, c'est sans arrêt autour du serpent. Et je propose une autre vision, un autre angle d'approche. Et cet angle d'approche, quand il est vu, démonte d'un coup la totalité de ce soi-disant vécu de séparation. Donc oui, Johann, ton vécu est un vécu de séparation, mais la cause est irréelle. D'accord, merci. Pascal à nouveau, s'il n'y a personne d'autre qui parle. Vas-y, Pascal. Voilà, quand j'imagine voilà, devenir ce un, il y a comme à l'intérieur quelque chose qui se resserre et qui a tellement peur de perdre ses plaisirs, ses attachements, etc. Et j'aimerais t'entendre parler de ce bonheur d'être justement dans ce un. Ok. Avoir envie de plonger là-dedans, quoi. Je t'entends. Je t'entends. Mais tu vois, c'est magnifique comme question parce que ça va peut-être pouvoir démonter autre chose réellement par rapport en ce qui nous concerne par rapport à cette recherche. C'est que oui, je ne peux pas te cacher qu'en l'absence du serpent, l'adrénaline ne coule plus, les tensions ne sont plus là, les pensées ne sont plus là, les émotions ces émotions de peur ont disparu. Il reste des émotions, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui était dans une vie antérieure, on pourrait le dire. Donc, je ne peux pas te cacher qu'il y a une vraie possibilité d'une vie tellement différente que c'est totalement inexplicable. Mais le problème que j'ai ici, c'est que ça va donner une forme de carotte à Pascal pour qu'elle dit, oh, mais ce que dit Didier, c'est exactement ce que j'ai toujours voulu toute ma vie. D'ailleurs, je pense que vous êtes beaucoup à penser la même chose. Et donc, c'est ça que je veux pour moi. Et là, on est vraiment, on est dans le souci parce que, pour moi, oui. parce que ça va être une forme de recherche d'appropriation, de personnel, qui va en permanence valider cette personne qui va pouvoir s'approprier quelque chose que Didier a et qu'elle n'a pas. Et là, on retourne dans une roue de hamster qui est différente, mais qui est aussi très puissante. Et donc, c'est pour ça que dans mon approche, je parle très, très peu de la question dont tu me parles, parce que je n'ai pas envie d'amorcer ce principe-là. J'ai envie que, par exemple, dans mes ateliers que je propose à l'occasion,
si on reste une semaine ensemble, on va très rapidement essayer de trouver un moyen, et c'est possible, hein, ce n'est pas une impossibilité, un moyen que cette recherche, cette exploration ensemble, soit pour l'exploration elle-même, et pas pour Pascal, pour qu'elle ait à la fin un petit cadeau à la fin de l'atelier, quoi, en fait. Voilà. Ouais, merci. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui? Vous m'entendez? Qui parle? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est qui? C'est Étienne. Étienne, d'accord. Oui, en fait, voilà, moi, c'est une question. Je ne sais pas si c'est une question exactement, mais j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité il y a maintenant 6 ans. Et du coup, j'ai sorti quelque chose d'assez fort, en fait, par rapport à ça. Et du coup, je me suis dirigé vers là. Et depuis, en fait, depuis ce moment-là, en fait, j'ai des moments où je me sens bien. Je me sens connecté, en fait, à la vie, en quelque sorte. Et d'autres moments où j'ai l'impression d'être de plus être connecté, de plus ressentir en fait cette énergie. Et je bascule en fait entre deux états à chaque fois en fait. Enfin, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que j'essaie de m'équilibrer en fait. Et j'ai l'impression que c'est impossible, comme si j'étais en quelque sorte bipolaire en fait par rapport à ça. Et je sais pas en fait si c'est une énergie, une sorte d'énergie mystérieuse, enfin l'essence de nous-mêmes quoi. Ou alors c'est juste parce que, enfin je sais pas, je m'imagine des trucs. Enfin, je sais pas Alors, si oui, ça fait du sens ce que tu dis, hein. Donc, l'impression d'être connecté et d'être dans le flow, en fait, dans une forme ouais, c'est ça, ouais. une forme de vie naturelle, spontanée, qui n'est plus basée sur cette cristallisation, sur cette contraction qu'on appelle une personne, en fait, tu vois. C'est ça. Parce que ouais, Donc ça, ouais, oui, vas-y. Ouais, pardon. Non, parce que j'avais lu un bouquin en fait, et une fois que je l'avais lu, j'avais senti un truc vraiment spécial, comme si je me suis dit bah c'est là qu'il faut que j'y aille quoi. Et du coup, je me suis vraiment concentré sur ça pendant longtemps. Et du coup, bah voilà, maintenant ça fait 10 ans, enfin 7 ans, je crois, que tous les jours je pense à ça. Ça devient vraiment une obsession et constante. Et j'arrive pas en fait à trouver une sorte de paix en fait, mais Bien sûr. de 24 heures sur 24 en fait. Mais tu vois, Étienne, c'est ce que tu décris encore, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est la journée du hamster. C'est une troisième roue du hamster, ça, en fait, par rapport à nos conversations, qui est, donc, ce que tu as vécu, c'est une expérience, et c'est une expérience, bien sûr, qui révèle une possibilité de vie non fragmentée, mais qui reste encore, de fait même de ta description, l'expérience de quelqu'un d'un état particulier, donc quelque chose qui va avoir un début, qui va avoir une fin à un moment donné, quoi, en fait. Donc, fondamentalement, quelque part, c'est un peu comme si tu étais dans les sables mouvants, et plus tu t'agites, plus tu t'enfonces, quoi, en fait. Donc, ce dont parle la non-dualité, ce n'est pas d'acquérir une forme d'expérience, une forme de paix relative qui deviendrait encore plus, qui s'étendrait un petit peu, qui deviendrait plus profonde, etc., qui serait une expérience de quelqu'un qui aurait cette paix ou cette vie dans le flot. Ce dont parle la non-dualité, c'est un autre principe réellement, qui n'est pas un principe de quelqu'un qui va obtenir quelque chose, dans ce que je disais juste avant, mais qui va dans une perte totale. Je répète, dans une perte totale, dans une absence absolue, disparaître. Et en cette disparition, il va évidemment rester cette vie dans sa plénitude, dans son flot, parce qu'il n'y a que ça finalement. Et que toute l'Étienne, on pourrait dire, qui a été chercheur, qui a été tendu vers cette réalisation, vers d'acquérir cette paix, d'acquérir cet éveil, aura été réellement le seul problème de toute l'histoire, quoi, en fait. Ok, merci. Oui, j'aimerais poursuivre. Je me prénomme Benoît. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Tu t'appelles Belvin, c'est ça? Benoît. Benoît, oui, voilà. J'aurais une question. J'ai entendu une phrase dans un autre satsang. Nous consolidons le mental de vie en vie. Cette phrase m'interroge sur le thème de la disparition du personnage qui est très prégnant pour moi en ce moment. Donc, soit par la disparition par inexistence ou la disparition organique, on va dire.
Et cette phrase que j'ai entendue, en tout cas, je la comprends sur le fait qu'il y aurait une suite, en tout cas une construction de personnage en personnage, et même éventuellement la transmission de quelque chose de personnage en personnage. Et dans mon esprit, là, dans l'esprit du personnage en tout cas, ça vient en contradiction avec l'idée que nous ne serions qu'une forme à l'intérieur de la conscience, donc un surgissement, et donc quelque chose de tout à fait, on va dire, au hasard. Voilà. Donc ça, les deux sont en contradiction. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur ça? Oui. Oui, bien sûr, traditionnellement, la non-dualité ne parle pas d'autre vie, de réincarnation, de choses comme ça, quoi, en fait, parce que ce futur n'existe pas, il n'y a que ce maintenant qui est à l'œuvre là en ce moment, quoi, en fait. Il y a la continuité de la source réellement, mais pas la continuité de l'histoire. Ce qui n'empêche pas que au sein de l'histoire, il y a une forme de cohérence en fait qui apparaît, qui permet justement à une histoire de se raconter. Donc, parler de consolider quoi que ce soit, ce serait de parler du mental, par exemple, d'une forme de transmission du mental, ce serait est-ce qu'on pourrait transmettre 1 kilo de pêche, je dirais, à une vie future, quoi. En fait, c'est aussi, de mon point de vue, c'est aussi ridicule que ça, parce que fondamentalement, ce mental est un objet, c'est un outil. C'est pas la réalité de cela que l'on est. Et c'est même pas réellement un outil, c'est une forme d'illustration de ce qui est déjà en cours. Le mental, de mon expérience, n'existe pas. Il y a à l'occasion des pensées qui peuvent venir, mais qui sont au même titre que les oiseaux dans le ciel, que les fruits sur l'arbre, que l'aboiement du chien, etc. Donc, pourquoi transmettre cette information dans une autre vie? Ça ne fait aucun sens. Le fait que tu poses la question révèle que l'identité de cela que tu est encore autour des pensées, autour d'une continuité du principe de la pensée, qui dit être le penseur de cette vie, le penseur de ses pensées, et ce penseur-là voudrait bien continuer dans une autre vie, mais fondamentalement, ce penseur-là n'existe pas. Oui, vous avez raison. De toute façon, c'est toujours présent. C'est l'histoire de la généalogie, en fait, voilà, qui se poursuit, pour moi, en tout cas. Voilà. La généalogie, elle a tout à fait le droit d'être, hein, bien sûr. C'est les gènes, les traumatismes, ça fait partie justement de ce dont parle la non-dualité, qui, Ramèche disait, il n'y a que les éléments en présence. Donc, les éléments présents, c'est exactement la description physique, psychophysique, émotionnelle d'une situation, d'un événement, d'un pays, d'une famille. Et ça va raconter une histoire particulière qui s'appelle un Benoît, mais il n'y a pas de Benoît au centre qui est réellement là. C'est le monde Benoît qui est raconté en ce moment. Et il n'y a pas un des éléments, une pensée, un mental, un émotionnel qui aurait besoin d'aller quelque part pour une continuité qui n'existe pas à cet endroit-là. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Tu es où? Là. Là. Tu t'appelles? Sylvie. Sylvie. Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai une pensée de solitude. Oui. Et la souffrance qui va avec. Oui. Et voilà. Et quand tu dis quand tu parles de solitude, est-ce que tu peux me décrire un peu plus précisément? J'ai juste très, très peur d'être seule. Et forcément, je le suis souvent. Je le suis dans ma tête avant tout. Mais la première fois que j'ai vraiment eu... j'ai vraiment très, très peur d'être... J'arrive pas... Enfin, j'arrive pas. Oui, quand je suis en face de ça, c'est... je sais pas quoi dire. Donc là, fondamentalement, c'est une angoisse d'ordre existentiel, quoi, en fait. Ouais. De dire, est-ce que j'existe réellement en dehors du regard de l'autre, en dehors de la présence dans la société, dans la famille, dans une situation, finalement, quoi, en fait. Donc, ce miroir du soi-disant monde extérieur qui a besoin d'être là pour valider le fait d'être, tout simplement, quoi, en fait. Et ça, c'est vraiment ce que tu décris là, c'est le fondement par exemple, de ce dont parlait Shakespeare quand il posait la question existentielle fondamentale, to be or not to be, that's the question. Donc, c'est vraiment,
l'impression de ne pas exister suffisamment en l'absence de de ce miroir, de ces autres, de cette, ou même d'occupation, ou de nourriture, ou de toutes sortes d'addictions qui sont disponibles, ou de Netflix. Et ça, c'est vraiment le symptôme d'un manque d'autonomie complet, donc qui dit « je ne peux pas être seul parce que je n'existe pas suffisamment seul ». Et ça, c'est pas quelque chose qui est en tant que tel rare. C'est en fait à plusieurs degrés ce qu'on appelle la condition humaine. Et peut-être dans ton cas, c'est plus extrême, mais c'est juste un symptôme d'une impression de ne pas exister suffisamment en l'absence de ce miroir de l'autre, de la société. Et je te propose d'essayer de voir ou de sentir que fondamentalement, cela que tu es, dans cette présence, Sylvie, si tu enlèves toutes les étiquettes Sylvie, si tu restes avec cette évidence d'être, cette être-té qui a été là toute ta vie, et que tu deviens confortable avec ça, peut-être dans une forme de méditation, dans une forme d'attention portée là-dessus, est-ce que ce n'est pas suffisant dans tous les cas? Est-ce qu'il y a réellement besoin du soi-disant autre ou de la soi-disant situation pour exister plus? La découverte à faire, c'est que cette existence, cette présence est non seulement totalement autonome, mais elle se suffit à elle-même. Et en fait, elle est la plénitude de la vie totale, quoi, en fait. Oui, je peux y accéder intellectuellement. OK. Je peux même trouver ça, peut-être que c'est prétentieux ce que je vais dire, mais j'en sais rien, mais il y a pour moi une forme d'évidence à tout ça. Oui. C'est évident, mais par contre, je crois qu'il y a des mémoires physiques, mais c'est une croyance peut-être, hein, mais qui fait que le serpent, je n'arrive pas à voir que c'est un bâton, en fait. Une corde, pas un bâton. Ouais, j'arrive pas à voir que c'est une corde. C'est-à-dire que j'ai tellement mal que je peux m'arrêter de penser. Enfin, je peux m'arrêter de penser quelques instants, en tout cas. Je peux dire, OK, ne nourris pas le truc. Ça ne change rien au fait que physiquement, j'ai mal. Mais, la sensation est là. Bien sûr. Bien sûr, donc ce que je propose, c'est pas une pilule bleue ou rouge à avaler comme dans The Matrix et de dire, ben voilà, ça y est, maintenant les problèmes sont résolus. Donc la solution n'est pas dans essayer de résoudre ces problèmes, cette souffrance, en fait. C'est pas un problème, c'est une souffrance de se sentir seul, d'avoir la peur de la solitude. Cette peur de la solitude est juste un effet secondaire de la méprise existentielle qui est à l'œuvre. Donc, de vouloir modifier ou mettre sous le tapis des effets secondaires, ça ne servirait à rien parce qu'ils reviennent encore plus fort après, quoi, en fait. Tu vois. Donc, la solution n'est pas une solution dans les périodes, je dirais, de crise, une solution peut-être dans une période plus calme, moins angoissée, d'essayer de voir quel est le narratif qui raconte cette solitude. Qu'est-ce qui dit que être seul ou être non défini, puisqu'en fait c'est l'extension de la solitude, qu'est-ce qui dit que c'est insupportable, que c'est l'angoisse la plus totale? Quel est le principe, quelle est l'explication? C'est des concepts tout ça en fait, hein, finalement. C'est ça qu'il faut que vous voyez, c'est que vous le voyez bien dans la métaphore du serpent et de la corde, tous les effets secondaires très réels ne sont générés que par du concept. Le concept du serpent qui est là. Donc, il y a une perception qui est interprétée de façon erronée, donc interprétée conceptuellement de façon erronée. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de pas je ne suis pas là pour changer vos vies, je suis là pour rien d'ailleurs, mais si je suis là pour vous proposer une sortie de cette roue du hamster, c'est de ne pas essayer de modifier, de se sentir un peu moins seul, de vous amener un petit peu dans une forme d'apaisement, etc. Je pense que la possibilité de regarder cette solitude dans des moments de calme, dans des moments propices à ça, peut résoudre le problème réellement en découvrant que
ce qu'on est, et non seulement autonome, mais l'autonomie la plus totale, et n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Et donc, cette idée de solitude ne sera plus une angoisse du tout. Et autre chose que je voulais dire, parce que c'est en relation, fondamentalement, cette intuition de solitude est vraie. Elle est vraie, parce que il n'y a que l'un qui apparemment se multiplie à travers différents angles, différents jaillissements, mais c'est toujours cette source qui est à l'œuvre. Et donc, fondamentalement, c'est dans les textes soufis, dans les textes de tradition plus mystique, on parle de cette incroyable solitude de Dieu qui a besoin de se découper en petits bouts apparemment pour pouvoir exister dans la multiplicité. Mais fondamentalement, cette réalisation de l'un amène aussi une angoisse par rapport à ça, en se disant mais c'est horrible, je suis seul et je fais les questions et les réponses. Et quand on n'est plus sous la tyrannie du mental, on vit la solitude encore? Ah, tout à fait, mais la solitude n'est plus un problème. Il n'y a que la solitude, fondamentalement. C'est la solitude de cette unique vie qui est à l'œuvre, qui n'est plus... Donc, en anglais, il y a deux mots qui permettent de définir ça un peu mieux, qui racontent le fait d'être seul, lonely ou alone. Donc, il y a vraiment deux traductions qui peuvent être différentes. Lonely, ça veut dire c'est la solitude qui est souffrante, réellement. And alone, ça peut être une magnifique découverte qu'il n'y a que l'un. Et c'est une célébration permanente. Et je vais poser ma question bête, comment on fait ça? Tu vas sur Amazon.fr et tu cliques au bon endroit. Ben, le comment, c'est toujours c'est ce que j'ai essayé d'exprimer jusqu'à présent. C'est d'arrêter de croire qu'il n'y a rien à faire, d'arrêter aussi de croire qu'on peut faire quelque chose. Donc, c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui va très bien ensemble. Et de voir que cette vie va muter dans le déroulé à travers une forme de découverte qui se met en place. Et cette découverte-là est un défaire, c'est une déconstruction. Donc, d'être... et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire, mais de façon... Je peux décrire, je ne peux pas prescrire, mais je peux décrire une forme de découverte qui va faire tomber des identités, qui va faire tomber des apparents moi à plein de niveaux différents, que ce soit au niveau du libre arbitre, au niveau du centre de perception, et qui va à un moment donné, ce mécanisme-là va à un moment donné s'arrêter, tout simplement. C'est ce qui est arrivé dans mon cas, c'est pas autre chose que ça finalement. Donc, je n'ai pas de solution rapide, ça demande cette interrogation profonde, honnête, courageuse, qui peut pas être... elle est apparue dans ma vie à un moment donné. Pourquoi? J'ai aucune idée. Il n'y a pas quelqu'un qui est courageux. Il se trouve que le principe de recherche et de découverte a été à l'œuvre et a conclu à un moment donné. Donc, je peux juste transmettre le mot en disant... et les gars et les filles, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pas mystique. C'est pas mystique. C'est même pas spirituel. C'est quelque chose de très simple. C'est cette création permanente d'un moi séparé, d'une forme de fantôme localisé dans un corps, dans une tête. Est-ce que c'est pas quelque chose d'assez crétin qui a été là toute une vie? On ne pourrait pas essayer de voir qu'est-ce qui amène cette conclusion-là et donc ce vécu-là, puisque la conclusion du serpent donne le vécu de l'adrénaline dans le sang. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et si c'est remonter jusqu'à la source, voilà, le principe s'arrête, cette maya s'arrête et la vie se vit directement, se sait directement. Voilà. Merci. J'aimerais poser une question, si c'est possible. Oui, vas-y. Bonjour, je suis Karima. Bonjour à tous. Donc, c'est la première fois.
Karima, c'est toi qui nous as écrit il n'y a pas longtemps? Oui, oui, Ah, d'accord. c'est Voilà, moi. bon, ben voilà, maintenant on met un visage. Ouais, voilà. Donc, j'ai beaucoup regardé les vidéos. Et en fait, j'aimerais poser une question, je ne sais pas si elle se pose. C'est quand tu es dans ton être, enfin, quand tu parles à partir de ce que tu es en réalité, euh, voilà. Est-ce que tu peux nous décrire euh, ce que c'est que cela, en fait? Il m'arrive parfois de fermer les yeux ou après une petite méditation, de ressentir rien, en fait, rien. Mais est-ce que c'est ça? Je me pose la question. C'est comment on sait qu'on est dans notre propre soi, en fait. Voilà. On le sait, on le J'ai sait pas. toujours rêvé poser cette question et merci parce Oui, que oui. tu me permets de la poser. D'accord, bah, très bien. Comme disait Philippe au départ, il y a tout ce qui apparaît est welcome et bienvenu. Donc, ouais, en plus, ça sert toujours à tout le monde finalement, parce que Ouais. c'est ce que j'avais avec Ramesh, quand j'étais… Bien sûr, Ramesh, c'est pareil, il faisait vraiment que des conversations one-to-one, donc entre deux, tu vois, et personne n'avait vraiment le droit d'intervenir, même en présentiel. Donc, ce n'était pas une discussion de groupe, c'était toujours une question de… Mais au final, c'était toujours tellement intéressant pour tout le monde, quoi, en fait. Donc, je pense que c'est le principe le plus clair, parce que quand il y a des discussions de plein d'angles différents, ou même sur le même sujet, souvent, ça rend les choses confuses, quoi, en fait, tu vois. Donc, pour revenir à ta question, je vais te dire quelque chose qui est bien sûr pas satisfaisant, mais, mais je vais te le dire quand même. C'est que ce que tu vis en ce moment, Karima, est déjà cette source qui se vit, qui se sait, qui se goûte à 100%. Donc, ton vécu n'a pas besoin d'être différent et ne sera pas différent en cette découverte-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que le monde Karima va continuer tel qu'il est là, avec des préférences, avec des limitations, avec des plaisirs, avec de la douleur. Mais la chose qui va peut-être disparaître, pas peut-être, sûrement, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, c'est cette partie illusoire, hallucinatoire, qu'on appelle donc la souffrance, qui vient de cette idée, donc de cette impression, donc de ce vécu de séparation. Donc, les mêmes éléments sont toujours là. Donc, ma vie, elle est très simple. C'est une vie ordinaire. Je n'ai pas d'accès mystique où je pourrais décrire Dieu et les anges et les trompettes. C'est une vie totalement ordinaire, mais qui est quelque part énormément simplifiée par rapport peut-être à la tienne en ce moment. Donc, c'est une simplification. C'est un énorme élément qui manque. Qui a été là toute une vie à un moment donné et qui a disparu, donc dans mon cas de façon abrupte, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, tu vois. Et donc cet élément qui disparaît, comment même tu sais, c'est comme tu as le coup du caillou dans la chaussure, tu Oui, marches avec un caillou dans oui, une j'ai chaussure pendant entendu. un kilomètre, tu Ouais, enlèves le caillou, sur le coup, ouais, sur le coup, tu dis, waouh, ce ouais, truc-là, c'était quand même bien embêtant. Mais très rapidement, c'est quoi une vie, c'est quoi une marche avec une chaussure sans caillou? C'est juste une marche, quoi, en fait, finalement, tu vois. ouais. Mais fondamentalement, elle est quand même très différente de ce que ça a été avant. Mais il n'y a plus de possibilité réellement de reconstruire cette souffrance-là et de l'imaginer ou de la revivre. Donc, je ne peux pas vraiment te raconter autre chose. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Et Ouais. Ah, il j'ai y a peut-être Pascal? Pascal? j'ai peut-être une autre question. Ah, Attends, il y a un micro qui est ouvert. Voilà, c'est bon. Voilà, vas-y. j'ai peut-être une autre question derrière. Vas-y. C'est parce que j'entends certains, donc personnes éveillées, de sages, qui disent que ils sentent l'unité, en fait. C'est pas le mot ils sentent, hein. J'utilise mes mots, mais c'est pas comme ça qu'ils le disent. Mais l'idée, c'est un peu ça, qu'ils se sentent unis à tout ce qui les entoure. Et donc, moi, dans ma petite tête, donc je me fais forcément un petit scénario et je me dis, ça doit être chouette parce qu'ils doivent ressentir les plantes, les oiseaux,
Tu vois, la table et tout ça, ça doit être curieux de ressentir tout ça. Donc, voilà, c'est une question que j'aimerais bien avoir une réponse. Je crois que c'est une vraie... c'est une vraie question que j'ai eue aussi à un moment donné quand j'étais chercheur, quoi, en fait. Hein. Je lisais, comme toi, j'étais là en me disant, mais c'est quand même, c'est quoi ce truc-là? C'est un truc de fou. Ouais. Je me rappelle avoir lu Jean Klein, que vous connaissez peut-être aussi, qui racontait son moment particulier d'éveil dans ce cas-là. Précisément, il était à Bombay sur Marine Drive et il regardait la mer, il regardait les oiseaux et tout d'un coup, il a eu cette vision qu'en fait, il était les oiseaux. Tu vois? Alors, ça m'a j'ai compris ce qu'il voulait dire et je vais te l'expliquer d'ailleurs. Donc, c'était 2 minutes. Mais ça m'a amené dans une roue de hamster pendant des années, quoi, en fait. Parce que comme toi, Ouais. je me dis, ça doit être cool d'être les oiseaux quand même, quoi, en Bah fait, oui. tu vois. Ah ouais. Donc, alors, qu'est-ce qu'il voulait réellement dire? En fait, il voulait dire, ce qu'il voulait dire, c'était correct, mais simplement, c'est interprété de façon du point de vue de ce qu'on croit comme le monde nous semble apparaître. Donc, il voulait juste dire, et c'est pas un juste qui est diminutif, c'est un juste qui est au contraire, qui est absolument fabuleux, que la totalité de ce champ de conscience, donc en l'occurrence, en ce moment-là, il n'y avait que les oiseaux dans le champ de conscience, hein, mais la totalité de ce champ de conscience était et est cela qu'il est dans sa totalité. Donc, quand on dit « je suis la totalité de ce monde », c'est pas une forme une philosophie ou une forme de conceptuel, mystique, etc. C'est concret, c'est 100% concret. Ah ouais. Mais ça ne veut pas dire que… Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en ce moment, concrètement, je suis Karima. Non oui. pas parce que je vis à l'intérieur de Karima comme Karima pense vivre, mais en fait, elle n'a jamais vécu comme ça. Karima, en ce moment, elle a la vision de ses éléments, ses mains, l'écran devant elle, la pièce autour d'elle, un Didier quelque part au sein de l'écran. La totalité de cette expérience, la totalité de ce monde, Karima, est cela que tu es réellement, quoi, en fait. Donc, c'est en ce sens-là il n'y a pas de séparation, il n'y a pas des éléments qui ne seraient pas moi. La totalité est moi, mais je ne vis pas, qui n'existe pas, ne vis pas à la place de quelqu'un d'autre. Ah oui. Je ne me mets pas à la position de Karima. Du point de vue du monde Didier, la totalité de ce qui apparaît, les pensées, les émotions, les perceptions, sont totalement, absolument non hiérarchiques. Elles apparaissent en tant que matière vivante de cette vie que je suis. Mais ça ne raconte pas une autre histoire qui serait à l'intérieur. Alors, ce serait quoi le point de vue à la place des oiseaux ou à la place du pingouin qui est à côté? Non, ça, c'est une forme de déformation du message qui dit « je suis la totalité ». Ah, bah, si tu es la totalité, alors c'est quoi d'être un oiseau? Mais non, même l'oiseau n'est pas l'oiseau. L'oiseau est le monde oiseau qui inclut les autres oiseaux, qui inclut les Karimas, les Didier, etc. Donc, c'est juste une inversion totale du point de vue qui dit ce qui est, cela qui est, dans sa totalité, dans sa diversité, dans sa complexité, dans son chaos, est l'unique matière de cette vie que je suis. Et donc, ce n'est pas la découverte de ce que serait la vie d'un autre point de vue, c'est toujours de ce point de vue de Didier, toujours, quoi, en fait. Donc voilà, c'est la possibilité d'une vie non fragmentée, hein, non divisée, mais sans avoir d'expérience particulière d'être un oiseau ou d'être un pingouin. C'est que ça reste quand même l'angle Didier, de toute façon. D'accord. Enfin, on est le tout de ce qu'on voit dans notre champ de conscience, mais on perçoit uniquement ce qu'il y a dans notre corps. Non, déjà attends. Déjà, bon, là, on n'aura pas le temps d'en parler, quoi. Ouais. Cette idée du « on » dont tu parles n'existe pas réellement. Il n'y a que cette danse, on va l'appeler une danse, qui inclut des mains Karima, des paroles Karima, des pensées Karima, des mains Didier,
des pensées, Didier, qui ne sont pas vécues. Alors dans ce cas-là, qui ne sont pas vues, ok, on est d'accord, mais ça, c'est juste un angle différent. Mais il y a des choses qui sont vues, des choses qui ne sont pas vues, mais il n'y a pas réellement une Karima qui existe à l'intérieur de ce corps-là, qui serait, je dirais, en face du monde extérieur. La totalité de ce qui est vu est cela que tu es, quoi, en fait. Ok. Faut que ça mûrisse. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Merci. Je sais que mais à la fois, tu sais, c'est vraiment comme c'est presque comme une blague, parce que sur le coup, ça paraît, wow, c'est perché, en anglais, on dit far out, tu vois, comment c'est possible, comment on peut avoir une vie, comment on peut encore aller à la boulangerie après ça, c'est pas possible. Et puis quand c'est vraiment, vraiment, vraiment compris, quand ça a percuté, c'est d'une simplicité incroyable. C'est au contraire bien plus simple que la vision précédente qui racontait l'histoire d'une personne enfermée dans un corps, dans une tête. Ouais, ouais, ok, merci. Voilà, Didier. Bonjour. Je voulais juste savoir, Didier, est-ce que tu veux continuer ou est-ce qu'on est arrivé au terme? C'est toi qui me dis. Ah non, mais moi, je suis partant jusqu'à minuit, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Bah, s'il y a d'autres questions, on laisse une vingtaine de minutes encore? Voilà, on peut faire ça très bien, il n'y a pas de problème. D'accord, entendu. J'ai l'habitude de plus long généralement qu'une heure, quoi, donc on peut faire plus long, quoi, en fait. Hein? Entendu, on fait comme ça. Merci, Philippe. Bonjour, c'est Fatia. Oui, bonjour. Oui, je voulais intervenir par rapport à ce que tu viens de dire. Ça veut dire en fait que la conscience, elle est partout. On peut l'appeler la conscience ou un autre mot, peu importe. Et quand on voit les oiseaux, c'est que c'est la conscience qui se reconnaît. C'est ça en fait. Elle est partout. Non, elle n'est pas partout. C'est encore une représentation de considérer que la conscience est une forme de soluté qui serait à l'intérieur de choses extérieures. La seule chose qui soit, Ramesh le disait à chaque satsang, il disait il n'y a que conscience. Donc c'est très différent de dire il n'y a que conscience plutôt que de dire elle est partout. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une forme de monde extérieur qui existerait par lui-même, avec des personnes, des chats, des pingouins, etc. Et puis que la conscience serait à l'intérieur de ça. En fait, non, ce n'est pas du tout la représentation dont on parle. Ce qui est à l'œuvre en ce moment, et la seule chose qui soit réellement à l'œuvre, c'est conscience. Ce n'est pas la conscience, ce n'est pas une conscience objectivée, c'est le jaillissement du sujet que l'on est, qui est intime, qui n'est pas une extériorité et qui prend une forme manifestée, matérielle, complexe, qui raconte une histoire, qui raconte un monde, qui raconte un corps physique, qui raconte, etc. Mais tout est fait de cette conscience. Je reprends ma métaphore favorite de l'argile et du pot. Est-ce que l'argile remplit le pot? Est-ce que le pot recouvre l'argile? Ou est-ce que l'argile et le pot sont juste deux étiquettes de cette même et unique réalité? Donc là, bien sûr, quand je parle du pot, c'est notre conversation, ça c'est le pot, hein, c'est ce qui se passe là en ce moment concrètement. C'est une forme particulière. Et l'argile, c'est cette conscience dont tu parles, bien sûr, qu'il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais est-ce que ce sont deux réalités différentes? Est-ce qu'elles ont une distance entre les deux? Est-ce qu'il y en a une qui remplit l'autre? Est-ce qu'il y en a une qui recouvre l'autre? Bien sûr que non. Ce pot, donc cette conversation concrète, pratique, est faite de cette unique présence que tu es. Oui, moi j'ai soulevé ce point-là parce que souvent on dit les personnes en fait qui vivent l'éveil, hein, c'est toujours des mots de toute façon, des indicateurs, c'est des gens qui se voient dans l'orange, qui se voient dans tout. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est des gens, en fait, je me dis c'est la conscience s'exprime, se manifeste à travers tout, et elle est tout. Et quand parce que l'éveil n'est pas quelque part, il est en nous, on est déjà éveillé, mais on n'est pas conscient de la conscience quelque part. On n'est pas conscient. C'est ça, du film, en oui, fait. oui, tout à fait. C'est la différence. Voilà. C'est même pas oublie le on pour le moment. On pourrait dire que cette manifestation particulière, dans certains cas, dans la grande majorité des cas, n'inclut pas l'information
de sa propre origine, de sa propre source, de sa propre existence. Donc, c'est une forme de... C'est très proche, finalement, d'être au cinéma et d'être perdu dans l'écran et d'être identifié à ce qui se passe et de ne pas se rappeler qu'on est assis dans un siège en fait, en train de regarder quelque chose. Bon, la métaphore, elle a des limites parce qu'il y a une distance entre ceux-là qui voient et ceux-là qui est vu, alors qu'en l'occurrence, en ce qui nous concerne, il n'y a aucune distance. Mais fondamentalement, c'est du même ordre. Donc, d'autres jaillissements, d'autres angles de vie, des fois, incluent la possibilité de ce rappel à soi qui dit, mais bien sûr, j'ai toujours été, je n'ai jamais été autre chose que cette conscience présence que je suis, que j'ai toujours été à tout moment identique à elle-même, prétendant, supposant être un Didier dans un monde extérieur, mais il n'y a ni monde extérieur, ni Didier intérieur. Tout ça est moi-même, ma propre vie, ma propre manifestation, mon propre jaillissement, non pas en tant que Didier, mais en tant que source, quoi, en fait. Mais pourquoi on a oublié qu'on est le soi? On ne l'a pas oublié parce qu'il n'y a personne pour oublier réellement. C'est juste que il n'y a pas une personne qui aurait oublié quoi que ce soit ou qui se rappellerait de quoi que ce soit. Il y a une histoire qui inclut l'oubli ou qui ne l'inclut pas, c'est tout, quoi, en fait. C'est la seule différence. Mais il n'y a personne qui serait ni fautive, ni diminué de fait de cet oubli, quoi, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie. Alors ça, je vais encore vous dire ça. Il n'y a pas de hiérarchie entre une histoire, un narratif, une histoire, une expression d'éveil et une expression de non-éveil. Ce sont deux expressions de cette même source qui sont différentes, bien sûr, mais celui qui serait éveillé n'existe pas, ça c'est sûr, quoi. Merci pour cet éclairage. Je sais que ça fait un peu... c'est toujours des formulations qui semblent très étranges, très zen, très cohérents, etc. Mais c'est juste parce qu'il y a toute une vie qui a été programmée de toujours moi, moi, mon expérience, etc. Et là, j'essaye d'attirer votre attention vers une autre possibilité qui exclut totalement ce moi et ce on, et qui pourtant est la réalité de ce que vous vivez déjà, tous et toutes. Alors, il nous reste 5 minutes, 10 minutes. Profitons-en. Une petite dernière fois la route. Je suis volontaire. Oui. Déjà, merci pour tout ce qui est dit, parce que ça fait vraiment sens. Il y a tout de même un point qui est soulevé par rapport à tout ça, donc par rapport à comment tu exprimes la chose, à savoir qu'il y a le jaillissement Johan, avec donc effectivement qui inclut tout, y compris enfin tout ce qui est perçu. Il y a le jaillissement Didier qui inclut tout ce qui est perçu, y compris Johan, etc. Mais du coup, il y a quand même cette interrogation à propos de... il y a deux sources, il y a une perception, il y a un jaillissement qui se perçoit et il y a un autre jaillissement qui se perçoit. Et il y a encore cette idée de... Non, le jaillissement ne se perçoit pas. Il n'y a aucun centre de perception au sein de cette manifestation-là. La perception, donc le principe de conscience, n'est nulle part dans notre conversation, dans cette manifestation, en fait. Tu vois, cette conversation-là, concrètement, est à l'intérieur d'eux, fait d'eux, de cette unique possibilité qu'il y ait. Alors, appelons ça, définissons conscience comme étant la possibilité qu'il y ait quelque chose au lieu de rien. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, quel est réellement à partir du moment donné où on imagine que la conscience est localisée ou à l'intérieur de la manifestation, on rate complètement la possibilité de réaliser que cette manifestation n'a jamais été la source de quoi que ce soit. On pourrait dire c'est l'effet de cette conscience. Et ce n'est pas non plus à distance de cette conscience, mais il n'y a ni Johan ni Didier qui sont conscients ici. C'est complètement impossible. Okay. Et ça, c'est une exploration à faire. Là, on n'a pas le temps, mais est-ce que réellement, c'est un peu un truc de fou, quoi, mais est-ce que
est-ce que tes yeux ont vu quoi que ce soit réellement? Est-ce que c'est vraiment les yeux qui voient quelque chose? Est-ce que c'est les oreilles qui entendent quelque chose? Est-ce que c'est lié à ce corps particulier? Ce qui se passe là maintenant est en relation avec un centre de perception à vérifier, parce que ayant eu la chance de le vérifier avec Ramesh, en l'occurrence pendant quelque temps, ça faisait plus aucun sens très rapidement, quoi, en fait. Mais tant que c'est pas vérifié, ça peut continuer toute une vie, c'est sûr. Je suis désolé, hein, je prends ça un peu à la légère parce que je sais que pour beaucoup de vous, peut-être, c'est une question douloureuse parce que c'est une souffrance qui est là, des fois des années, des décennies de recherche dans cette direction-là, et puis d'échecs et de frustrations, etc. Et si vous voyez quelqu'un sourire et prendre ça à la légère, ce n'est pas du tout une moquerie. Ce n'est pas une forme je ne prends pas ça comme une plaisanterie réellement, mais j'essaye d'exprimer la possibilité que peut-être, dans la plupart des cas, l'erreur, peut-être l'erreur de lecture ou de cet angle-là, vient non pas peut-être d'une compréhension de ce dont parle ce message-là, mais vient d'une forme d'importance personnelle, d'être tellement sérieux par rapport à ce but dans ma vie, je veux réaliser cela, que en cette non-légèreté, en cette contraction, la séparation se reproduit en permanence, quoi, en fait. Donc, ma proposition, c'est d'entrer dans une zone ludique, une zone d'exploration joyeuse. Et déjà, ça aide énormément, ça dégonfle cette importance personnelle. Je veux bien rajouter une petite chose. Allez, une petite dernière. Dans mon expérience, en fait, je me rends compte que je suis tributaire de mon attention. En fait, mon attention, à un moment donné, était beaucoup dans le personnage, aujourd'hui aussi d'ailleurs, mais où je mets mon attention, c'est ce que je ressens et c'est ce que je revis, c'est ce que je vis. Et en fait, quand j'arrive à être sereine, parfois ça m'arrive, l'attention est je ne sais où, et là je ressens, je ne sais pas quoi dire en fait. Ce que je peux ressentir, c'est pas très long parce que les pensées arrivent et l'attention va bien sûr s'agripper à la pensée qui va passer. Ouais. Voilà, donc ce que j'ai observé, c'est je suis un peu l'esclave de mon attention, tributaire de mon attention, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de l'éduquer ou faut-il passer par justement l'éducation, ou alors faut-il lâcher cette attention pour disons que l'attention, elle est activée, on pourrait dire, à travers une forme de grille de lecture, en fait. Donc, dans la grille de lecture de ta vie de tous les jours, l'attention va automatiquement focuser à ce qui est important. Ouais. Et il se trouve que dans la grille de lecture habituelle de ce qu'on appelle la condition humaine, dans ce qui apparaît dans la vie de tous les jours, ce qui est important, c'est moi. On est d'accord? Oui. Donc là, il n'y a aucune solution à ce niveau-là, parce que tant que c'est une importance qui est relative à un endroit particulier, à moi et mon éveil, moi et ma recherche spirituelle, il n'y a aucun moyen d'aller à l'encontre de ça, parce que le mécanisme est à l'œuvre, l'énergie est investie déjà là-dedans. Donc, de vouloir modifier ça, déjà, il n'y a pas de levier, il n'y a personne qui pourrait modifier. Et donc, Ramesh disait toujours, same input, same output, donc même données d'entrée, même données de sortie, finalement, quoi, en fait, tu vois. Donc, la seule possibilité de l'attention de se défocaliser de cette, par exemple, de ce perroquet qui raconte en permanence des bêtises au niveau du mental, n'est pas à ce niveau-là, et toujours
à, à la possibilité de prendre du temps, et c'est toujours ça, à mon avis, peut-être la clé, de prendre du temps pour remettre en question, est-ce que ce perroquet-là est vraiment cela que je suis, quoi, en fait? Est-ce que ce moi qui semble être une habitude de la plupart de mes congénères autour de moi, est-ce que c'est réellement une réalité? Et de déconstruire, d'arriver au centre de ça. Et ce qui va se passer, c'est que l'attention va muter, en fonction du fait que tout simplement, il n'y aura plus cette attirance, ce réflexe d'ordre pavlovien, tu vois, qui est toujours moi, mon histoire, moi et ci, et moi et ça, et moi et les autres, etc. Et à un moment donné, il va y avoir une forme de réalisation, mais en fait, cette vie, cette expérience de vie, cette danse, elle est infiniment plus grande que l'histoire d'un mois, quoi, finalement. Ok. Oui, j'ai bien compris. Ok, merci. Voilà. Bon, ben, je crois que on va arrêter là pour aujourd'hui. Je crois qu'on a fait le détail, enfin pas le détail, on a donné quelques ensemble entre les questions et les réponses des possibilités d'errance et des possibilités de peut-être retrouver un peu le chemin par rapport à ça. Et donc, une fois de plus, même si vous savez profondément qu'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit, le faire est à l'œuvre de notre conversation, de la vie qui se déroule, donc le défaire en l'occurrence, et les choses mutent. Et ça, c'est vraiment cette confiance que en réalité, ça ne veut pas dire rester dans son lit, mais ça veut dire que ce qui apparaît est parfaitement approprié à la situation, quoi, en fait. Donc ça, c'est un peu magique. Donc cette confiance. Et voilà. Si vous avez l'occasion, pour ceux qui habitent sur Paris, d'être libre samedi, non pas celui-là, mais samedi prochain, donc dans une semaine d'ailleurs. Waouh, ça arrive La vite. semaine prochaine. Je serai en France, à Paris, donc il y aura quelque chose en présentiel, donc ça va être différent de ce qu'on a là. Et puis sur Lyon, 15 jours après, en fait, pas le week-end d'après, mais le week-end d'après sur Lyon, 3 soirées, quoi, en fait. Donc ceux qui s'intéressent, vous êtes welcome. Voilà. Et sur Lyon, il y a tous les détails sur Lyon. Ah oui, d'accord. Sur mon site internet pour où, quand, comment, pourquoi, etc. Il y a les détails. J'ai pas tout là en ce moment à disposition, mais si vous êtes welcome, disons que ce sera ce même type de conversation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura, bon, sur une soirée, on n'aura peut-être pas trop de temps, mais à Lyon, peut-être on aura plus de temps et de matière pour explorer plus précisément. Pour ceux qui ne sont pas au courant, enfin, ce n'est pas une pub, hein, mais c'est vraiment une piste, parce que je ne gagne pas d'argent avec ça, mais il y a une série de 13 émissions que j'ai fait avec sur la chaîne Olam, qui est une chaîne YouTube. Enfin, c'est une entreprise qui a aussi une chaîne YouTube. Et donc, avec Alain, nous avons parlé pendant 13 épisodes de tous les sujets, dont beaucoup de ceux dont on a parlé aujourd'hui. Et ça va être... enfin, c'est en ce moment disponible. Et c'est un peu une fresque de toutes les possibilités d'errance, pas toutes, mais une grande partie des possibilités d'errance et des possibilités de sortir de la roue du hamster, comme j'appelle ça, quoi, en fait. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Merci. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer tous. Merci Philippe de ton invitation, c'est une première. Donc, merci, c'est chouette. Et puis, voilà, à l'occasion, si on retrouve des dates ensemble, Philippe, moi, il n'y a pas de problème, je peux retrouver du temps en juillet ou en août pour qu'on se reparle, quoi, en fait. Voilà. D'accord, ben, écoute, on se tient au courant mutuellement pour ça. Et puis, en fonction du calendrier de l'association Éveil Conscience, on va replanifier ça. Super. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Voilà, puis désolé s'il y a des petits contretemps techniques ou des difficultés voilà, au niveau technique, mais ça, je pense, voilà, c'est par moment le plus simple, c'est de laisser chacun s'exprimer comme bon lui semble, même si parfois ça peut sembler être un petit peu cafouillis, mais c'est la vie aussi. Ben non, c'est parfait, c'est parfait. Au final, tout se rejoint, donc c'est vraiment génial, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. C'est super. Très bien.
Merci. Belle Merci continuation à beaucoup. tous. Merci Didier, et Merci. Au revoir. on reste en contact. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.